Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez de partout dans le monde entier et qui êtes à la quête de la vérité. Bienvenue sur Plateau Vérité. Pour ce premier numéro de cette émission, nous serons en compagnie de Monsieur Brice Ogoubi. Monsieur Brice, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Expression, c'est bien cela? Oui. Okay, vous êtes également candidat aux élections à la RAC. Ce numéro est d'ailleurs consacré à ces élections à la RAC. Nous en parlerons de long en large. Dites-nous quel poste combattez-vous? Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour l'émission puisque selon vos dires, je suis le premier invité de cette émission. Donc je vous souhaite bonne chance et je longue vie à l'émission. Mais ceci dit, je suis candidat au poste de conseiller à la RAC. Conseiller à la RAC. Le poste de conseiller à la RAC, c'est un mandat électif pour 5 ans. Et le conseiller à la RAC s'occupe de deux choses. Il s'occupe de la régulation et il s'occupe de la protection des journalistes. Voilà, donc c'est un mandat électif. Dans la corporation, ils envoient 3 représentants, c'est-à-dire au titre des professionnels des médias. Il y a un représentant au titre de la presse écrite, catégorie à laquelle j'appartiens. Il y a l'audiovisuel, radio et télévision, ils envoient un représentant, toujours pas élection. Et puis il y a les techniciens, un représentant. Ça fait 3 représentants au titre des professionnels des médias. Moi, en ce qui me concerne, je suis dans la catégorie presse écrite. La catégorie presse écrite est constituée de reporters, c'est-à-dire journalistes, de graphistes, de caricaturistes et de photojournalistes qui ont la carte de presse. Voilà. Donc on a un corps électoral qui est estimé à peu près à 1200 votants. Et comment se passe déjà la campagne? Disons, la campagne démarre officiellement 15 jours avant le scrutin. Le scrutin, selon le calendrier électoral, est fixé au 1er juin. Voilà. Mais nous sommes, quoi qu'on dise, en pré-campagne électorale. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis déjà en campagne depuis 3 ans. Voilà. Avant même que... Depuis 3 ans? Oui, depuis 3 ans, je convoitais le poste de conseiller à la RAC. Parce que je suis dans la profession depuis au moins une vingtaine d'années. Et j'ai accumulé une expérience non négligeable dans la profession. Donc, ayant eu des ambitions pour la RAC, j'ai commencé mes contacts depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai vu tous les directeurs de publication qui sont plus ou moins mes amis. Je connais tout le monde de la presse. J'ai pris tous les contacts possibles. Et depuis 3 ans, je me préparais déjà à cette fonction en m'associant des collègues et des consultants, des experts pour rédiger un bon projet de société et en même temps avoir à ma disposition un projet qui change la vie des journalistes. En ce qui me concerne, je veux redorer le blason de la presse. Donc vous êtes déjà très bien armé avec tous les contacts. Ah non, on ne dit pas toujours très bien armé. Une compétition reste une compétition. Hein. J'ai des challengers qui sont aussi des personnes à ne pas négliger. Mais ceci dit, comme j'ai l'habitude de le dire, ça va se jouer sur un triptyque profil, programme et réseau. J'ai la prétention d'avoir un profil. Je suis diplômé de l'École supérieure de journalisme en France, à Tolbiac, spécialisation presse écrite. Voilà. Je n'aime pas parler souvent de ça, mais je vais vous dire que c'est ma campagne. Peut-être que c'est un plus. J'ai un DEA en Sciences Po, à l'école des hautes études politiques à Paris. J'ai un DESS en relations internationales approfondies. J'ai un diplôme de journaliste et en même temps de diplomate. Voilà. Donc voilà autant de choses que j'ai comme background qui me permet d'aborder la compétition avec beaucoup d'assurance parce que je peux parler de la spécialisation sans problème parce qu'un journaliste est un généraliste. Mais il y a des journalistes aujourd'hui qui se spécialisent en environnement, en santé, en politique, etc. etc. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour parler de la presse et pour amener à corriger les imperfections autour du métier. Alors, quelle est votre opinion sur la révision du code électoral de la presse béninoise? Une révision jugée d'ailleurs opportuniste par certains membres du comité de réflexion et de veille pour la transparence des élections des conseillers à la RAC. C'est de la tricherie. Je fais partie des candidats qui dénoncent cela. Voilà des challengers qui sont présidents de structures fêtières. L'un est président de l'Union des professionnels des médias, l'autre est président du CNPA. Ils ont une structure qui s'appelle Assemblée spéciale, dont l'un est président, l'autre est vice-président. Ils sont restés en catimini pour réviser un code électoral. Un code électoral qui concerne tous les candidats, qu'ils soient présidents d'association ou candidats simples. Moi, dans mon cas, je ne suis ni président d'association, je suis journaliste professionnel. Donc, j'ai dénoncé déjà
par des voies idoines. Vous pensez que c'est réellement opportuniste? C'est opportuniste parce qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. Je connais le premier code électoral. Le code électoral qui a servi de base à l'élection du conseiller Maïndé dit exactement ceci. Quand vous êtes candidat à une élection et que vous êtes en même temps président d'association fêtière, vous démissionnez 6 mois à l'avance. Ils n'ont jamais démissionné. Ils ont produit des actes en tant que candidat et en tant que président d'association professionnelle en bénéficiant des prébendes, des pourboires ou de l'argent qu'on a mis à leur disposition pour organiser les séminaires, etc., pour faire campagne. Et ceci, ils ont modifié le code en disant qu'ils ne démissionneront que quelques jours après la convocation du corps électoral. Ils ont finalement démissionné tous les deux. Mais ce qu'ils ont fait et qui est très grave, c'est qu'ils ont exclu de la CEA, Commission électorale HAC, le représentant de la HAC. Généralement, quand les journalistes mettent en place leur commission électorale, il y a toujours un représentant du ministère de la Communication qui est l'œil du ministère pour la régularité du scrutin. Il y a également un représentant de la HAC. La HAC, je rappelle que c'est la HAC qui sort l'argent pour organiser le scrutin. Ils ont exclu son représentant au motif qu'ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Or, ils constituent la caution morale du scrutin. Voilà. Mais pourquoi ont-ils fait? Pour rester entre eux et pouvoir tricher. Donc je fais partie de ceux qui l'ont dénoncé à temps. Je ne suis pas seul. Il y a d'autres qui ont fait constater par exploit d'issue ces forfaitures. Des instances ont été saisies. On a saisi le ministère de la Communication. Et la HAC aussi a été saisie. L'opinion aussi a été saisie. En son temps, on saisira aussi la Cour constitutionnelle pour disqualification. Donc je peux vous dire que de ce point de vue, le candidat que je suis a pris les mesures juridiques pour cela. Ceci dit, on attend de voir, puisque je vous informe que le ministère de la Communication ainsi que la HAC les a sommés de réintégrer leurs représentants qu'ils ont exclus. Voilà. Mais s'ils réintègrent leurs représentants, quel est le code qui s'applique? Est-ce que c'est le nouveau ou l'ancien? Nous avons déposé notre dossier de candidature sur la base du nouveau. Sur la base du nouveau, la caution, ils ont augmenté la caution. La caution était à 200 000, ils sont mis à 300 000. Moi, j'ai satisfait à toutes ces exigences. Maintenant, s'ils réintègrent le représentant de la HAC ou le représentant du ministère de la Communication qu'ils ont exclu de façon délibérée, donc ça veut dire que c'est l'ancien code qui s'applique. Si c'est l'ancien code qui s'applique, ils sont en plein baba. Est-ce que cela pourrait porter préjudice? Non, on va saisir les instances qu'il faut pour disqualification. On ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Moi, je trouve que les journalistes que nous sommes, quatrième pouvoir, nous devons donner le bon exemple. Si deux présidents de ce fêtière peuvent se mettre ensemble, de connivence, traficoter les règles du jeu, ça ne va pas. Moi, j'ai toujours dit que ma présence aujourd'hui dans l'arène, dans le jeu électoral, va changer ce qui se faisait avant. Je ne dis pas forcément que je suis le meilleur, que je vais gagner. Mais il faut que les habitudes changent à partir de tout ce moment. Nous refusons le traficotage des tests. Nous refusons également que deux individus se mettent ensemble et puis font des arrangements. La preuve, ils ont fait cet arrangement, mais mes deux candidats ne s'entendent pas aujourd'hui. Ils ne s'entendent pas du tout. De toute façon, c'est quelque chose que le candidat Brice Ogobi et son équipe suivent de très près. Voilà. Vous avez parlé de tricherie. Selon vous, quel est le but derrière? Le but derrière, c'est que l'Assemblée spéciale, qui est une assemblée constituée à la fois du président du CNPA, qui est le président d'ailleurs, et le président de l'UPM vice-président, se mettent ensemble pour choisir leurs gars, pour superviser les élections, organiser les élections. Dans le cas présent, Franck Pochemin a proposé un certain nombre de personnes. Basile Chibazo en a proposé, et c'est parmi ces personnes qu'ils ont dégagé le président de la CEA. Bon. Selon les indiscrétions, le président de la CEA serait proche de Franck Pochemin, dont il est un des militants. Quand j'ai déposé mon dossier de candidature, j'ai fait une boutade. Après, on est allé le voir. Il dit, ah, monsieur Gaspard Adjam aussi, on se connaît, puisqu'on est tous de la corporation. Merci, j'espère que vous n'allez pas me couper la tête. Il me dit, ah non, non, nous, du moment où on nous a fait président, nous sommes au-dessus de la mêlée. Je dis, j'espère bien que vous allez jouer le jeu avec transparence. Bon, évidemment, nous qui n'avons personne parmi eux, nous sommes toujours obligés de crier pour qu'on puisse tenir compte de notre... C'est une question de relation. C'est une question de relation. Et puis bon, objectivement, si c'est Franck qui maîtrise la HAC, il soit la dévotion de Franck, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc aujourd'hui, nous les amenons, nous les interpellons à être professionnels et à se mettre au-dessus de la main. En tout cas, il me l'a promis. Il ne saurait en être autrement. Parce que nous-mêmes, même si nous n'avons pas des gens au sein de la CEA HAC, nous avons quand même des amis.
Nous les exhortons seulement à jouer le jeu de la transparence et à travailler en toute régularité. Puisque finalement, je reprends une citation, Rome les a fait rois. Ils ne nous connaissent plus. Normalement, ça doit être le cas. Mais moi, je les connais encore. Hein. Et c'est peut-être ça qui fait que je suis tranquille pour le moment. Donc, j'ai pris toutes les dispositions au niveau juridique pour pouvoir les contrer au cas où ils vont passer de leur métier à la dérive. Alors dites-nous selon vous, quel est l'état des lieux de la presse béninoise? La presse est malade. La presse est malade d'elle-même parce que les associations fêtières n'ont pas joué leur rôle jusqu'au bout. Nous assistons progressivement à la clochardisation de la presse. Je le dis parce que j'ai participé à des séminaires organisés par les associations fêtières à Belle-Azur sur les ressources humaines, etc., etc., etc. Et pour une fois, ils ont daigné m'inviter parce que depuis que je me suis porté candidat, il y a une sorte d'ostracisme dont je suis l'objet. Mais ça ne me gêne pas parce que je connais tout le monde dans la presse. Personne n'a le titre foncier de la presse. À ces états généraux, si je puis m'exprimer ainsi, j'ai remarqué que la question de la convention collective, on en est à la deuxième, n'est pas appliquée. J'ai saisi le principal responsable, qui est Basile Chibozo. À l'époque, parce qu'il a démissionné, il n'est plus président du CNPA, pour m'interroger. Et grande a été ma surprise de savoir qu'on n'applique pas la convention collective parce que les conditions économiques du Bénin ne sont pas améliorées. Et c'est le président du CNPA qui a mis une clause dans la convention collective pour bloquer l'application. Je m'en suis ouvert à lui, on en a discuté, hein, parfois agréablement, parfois de façon houleuse. Mais je mettais ma position. La clochardisation de la presse aujourd'hui, ce qui fait que certains cours derrière les perdièmes, les 5 000, les 10 000, etc., c'est lié à la non-application de la convention collective qui amène les journalistes à la précarité, puisqu'ils n'ont pas de salaire. Et s'ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas vivre dignement. Puisque pour la plupart, ils ont un loyer à payer, ils ont des enfants à amener à l'hôpital, ils ont une moto, etc., etc., ou une voiture pour certains. Donc, c'est déjà là où le bas blesse. Ensuite, il y a la question de la suspension des contrats depuis l'arrivée de la rupture. Les contrats ont toujours constitué le socle, le soubassement des moyens d'un journal. Nous avons des contrats à la SOBEMAP, au port, etc., etc. C'est un contrat de prestation, communiqué, communication, etc. Ça constitue un budget sur lequel nous travaillons, qui nous permet de régler les questions de la fiscalité, qui nous permet de régler les salaires, le loyer, etc. Cette suspension, il y a une pétition vis-à-vis des associations professionnelles qui puissent plaider auprès du pouvoir. Je dis bien plaider pour qu'ils puissent. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Donc nous vivotons depuis 3 ans. Or, nous ne sommes pas dans un régime ou dans un pays où la publicité est à foison. Même la publicité n'existe pas au Bénin puisque nous n'avons pas encore un code de la publicité. Ça fait partie des activités, des actions du futur conseil à la HAC. Ce qui fait que la publicité, le peu qu'il y a, se partage entre les grands journaux comme La Nation, le Matinal, dans une certaine mesure Fraternité, mais les autres journaux, non. Il y a des actions que nous avons menées nous-mêmes auprès des notaires pour publier ne serait-ce que les avis de création d'entreprises. Bon. Mais le monopole reste toujours à La Nation et au journal officiel. Voilà, ça aurait pu... Oui, bon, parce que La Nation est une institution, finalement, c'est l'ENOPI, c'est le premier journal, et Ouzou jusqu'à La Nation. Donc on a plus confiance à La Nation parce qu'il y a la régularité de l'apparition. Pour les journaux de la presse privée, un journal secret, parfois il faut des moyens, ça s'arrête. Et puis ça continue après quelques mois plus tard. Voilà, donc je considère qu'on a donné priorité à ceux qui sortent régulièrement et qui ont une existence de longue durée sur le territoire national. Mais ceci dit, s'il faut permettre à l'éclosion de tous les journaux, il faudrait aussi lever la mesure de la suspension des contrats. Il faut plaider. Ce n'est pas un droit, mais il faut plaider à cela parce qu'au stade actuel de notre développement, nous en avons besoin pour pouvoir aller loin. Ensuite, il y a une question principale, l'arrivée du numérique. Le numérique a changé fondamentalement nos habitudes. Il y a la presse en ligne. Il y a vous, par exemple, les web, etc. On parle aussi de la disparition progressive de la presse papier, etc. Donc, ça amène une autre forme de régulation, une autre forme de sanction. Nous avons le code du numérique aujourd'hui, nous avons le code de déontologie, nous avons aujourd'hui le code du numérique qui est encore plus sévère que le code de déontologie que nous avons. Donc, voilà autant de choses qui impactent la vie du journaliste et qui nous amènent à nous mettre aux normes. Il n'y a pas que les journalistes et les graphistes. J'ai rencontré aussi la communauté, le groupement des graphistes. Ils m'ont posé leurs problèmes. Ils veulent la formation de nouveaux logiciels, se mettre aux normes également. Pour les graphistes, ils n'ont même pas de bureau. Ils n'ont même pas, leur association ne bénéficie même pas d'outils informatiques
Voilà, le candidat a promis faire quelque chose dans ce sens. Et si j'ai la chance d'arriver à la HAC, nous allons travailler pour l'élargissement, pour la création d'une maison de la presse. La maison de la presse, elle est différente de la maison des médias. La maison de la presse, toutes les associations ont leur bureau là. Voilà, on peut faire beaucoup d'activités. La maison de la presse n'est pas une maison seulement dédiée au président d'association professionnelle. Tout acteur de la profession peut se prévaloir et faire communication. En dehors de ça, il y a une question. Quand on te chasse aujourd'hui d'un organe, tu te plains à qui? On ne peut pas se prendre à l'UPMB, puisque l'UPMB n'est pas un syndicat. Voilà. Ensuite, il faut aller à la main d'œuvre dans les conditions que nous connaissons. Donc, l'ORTB a un syndicat. Voilà. Pourquoi est-ce que la presse écrite ne peut pas avoir aussi un syndicat? Voilà. Donc, bref, voilà autant de chantiers que nous avons lancés lors de notre séminaire il y a pratiquement un mois à l'Infosec, où tous les anciens de la presse, les douaniers, tous les professionnels, même ceux qui sont à la retraite, sont venus opiner là-dessus. Mais il y a un axe central, et là je m'en voudrais de ne pas le citer, c'est la question de l'assurance. L'assurance maladie, l'assurance décès pour les journalistes. Nous sommes le quatrième pouvoir. Pour la plupart des journalistes, nous n'avons pas plus 3, pas plus 2 pour certains, pas plus 5 pour d'autres. Il y en a que le doctorat. Mais dès que, d'abord, nous n'avons pas un salaire régulier, mais dès que le journaliste tombe malade et qu'il ne peut pas se faire soigner dans un hôpital spécialisé, c'est la mort qui s'ensuit. Je le dis avec beaucoup de dévotion. J'ai assisté à l'enterrement d'un collègue journaliste culturel qui écrivait une lettre à titre posthume. Dans cette lettre, prenez soin de ma famille, etc. Comment un journaliste qui a eu des prix, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur les questions de société, il meurt dans un dénuement total. Je ne cite pas le nom. On a fait une quête à l'église, ça n'a même pas fait 30 000 pour sa famille. Voilà. Donc il faut une prévoyance, assurance, maladie et décès. Moi, j'en ai bénéficié quand j'étais en France. Voilà. Mon orthèse que je porte, etc., c'est une assurance qui a payé. Voilà. Même quand vous n'avez même pas de boulot, d'autres cotisent pour vous. Dans le cas présent, qu'est-ce que je propose? En me basant toujours sur la possibilité du gouvernement à travers son PAG, qui a lancé l'Arche, moi je propose d'intégrer dans le fonds pour le développement des médias. Selon le président du CNPA, c'est un fonds qui est chiffré à 5 milliards. Donc aujourd'hui, l'aide de l'État à la presse a disparu. L'aide de l'État à la presse, c'était 300 millions qu'on répartissait à travers les associations professionnelles et à travers les commissions de la HAC. Ce sont ces fonds qui permettaient au président Pochemer ou au président Basile de fonctionner, de faire fonctionner la maison des médias. Ce fonds aussi alimente aussi la HAC. Mais le président Talon, progressivement, a mis en place, oui, c'est supprimé définitivement, puisque c'est remplacé par un fonds qui s'appelle le FADEM. Le FADEM... Donc, c'est pas supprimé, c'est remplacé. C'est remplacé, voilà. Le FADEM, ça se définit Fonds d'appui pour le développement des médias. Ce fonds est logé à la HAC. Et ce fonds d'une carrière de 5 milliards est consacré par une loi. Donc le FADEM n'est pas un programme de société, comme j'ai pu le constater de la part de mes concurrents qui ont parcouru monts et vallées pour expliquer. Donc ça rentre dans le cadre d'une vulgarisation. Mais on ne peut pas se prévoir que c'est un acquis des présidents d'associations faîtières. C'est un acquis de tout le monde. Et il faut à ce titre rendre hommage au chef de l'État qui a fait remplacer le fonds d'aide par le FADEM. Il y a eu d'ailleurs une communication présentée par mon doyen Khado Philippe sur le fonds d'aide à la presse privée au FADEM, quelle avancée. Donc globalement, nous avons des leviers sur lesquels nous pouvons travailler désormais. Moi, je ne suis pas candidat à la HAC pour être candidat. Je ne connais même pas ce que gagne un conseiller. Honnêtement, je le dis ça en toute honnêteté. Je pense qu'il faut y aller pour pouvoir travailler sur ces fondamentaux. Essayer de régler autant que faire se peut la misère de nos confrères, à savoir la question de la convention collective, la question de l'assurance, la question de la spécialisation. On ne se spécialise pas en 3 jours, en une semaine. Je salue au passage l'effort fait par les associations professionnelles à travers les séminaires organisés sur la spécialisation, mais c'est une spécialisation factice. Une spécialisation, c'est un module. Voilà. Ça peut durer une année scolaire. Voilà. J'ai vu des spécialisations se faire à Boycon, à Porte-Nouveau, à but électoraliste, mais sur les fonds de l'État. Voilà. Donc je défie mes collègues ou mes concurrents de me battre sur ces terrains, que ce n'est pas à but électoraliste.
Parce que moi, je considère, comme je l'ai toujours dit, qu'un candidat à la HAC, c'est d'abord un programme, c'est d'abord un profil et un réseau. Le programme, moi, je l'ai déjà. Parce que je n'ai pas voulu m'enfermer dans une salle pour me dire, j'ai la science infuse. Parce que la roue tourne, je ne peux pas réinventer la roue. J'ai voulu faire des résolutions, des actes de ce séminaire en faire un programme. Donc, je ne suis ni le candidat de la droite, ni le candidat de la gauche. Je me revendique le candidat de la profession. Et je vais porter les acquis ou bien les desiderata de la profession au niveau de la HAC. C'est idéaliste peut-être, mais pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux tous les jours. Moi, Brice Ogoubilly, malgré mon parcours, j'ai été stagiaire en France dans des grands journaux. J'ai travaillé à Corse Matin. J'ai produit au niveau de dépôt de candidature les coupures de presse de la France. J'ai travaillé chez Jean-Baptiste Placa, à l'autre Afrique. J'ai fait mon stage. Je n'ai pas travaillé, c'est un stage rémunéré. J'ai travaillé à Corse Matin. J'ai les coupures de presse qui le montrent. J'ai travaillé à Intelligence et Sécurité avant de venir à Cotonou où j'étais stagiaire à La Nation. Ensuite, j'ai travaillé à l'autre quotidien. J'ai travaillé à Continental, qui est un magazine. Je suis à mon propre compte à Nouvelle Expression où je suis promoteur d'organes. Voilà. Donc, c'est des choses que je ne dis pas souvent, mais je le dis dans le cadre de la campagne. Je connais les difficultés liées aux promoteurs d'organes. Je sais à combien coûte un calque. Je sais combien coûte également une impression chaque jour. Je sais que le journaliste, c'est un métier risqué. Je vais souvent en diffamation devant les tribunaux. Parfois, je gagne, parfois, je perds. Mais on aime ce métier, qu'on le veuille ou non. Mais je refuse qu'on clochardise le métier. Voilà, parce que le journalisme, sous d'autres cieux, est un métier noble. Voilà. Alors, monsieur Brice, vous avez parlé d'imperfection, vous avez parlé de presse malade. Dites-nous, vous conseillez à la HAC, quelles sont vos perspectives? Conseiller à la HAC, c'est déjà une avancée si je suis conseiller à la HAC. Et au sein de la HAC, il y a une élection pour le poste de vice-président. Voilà, pour le poste de vice-président, c'est encore une élection des conseillers. Ce n'est pas une élection au niveau national, comme la désignation. Mais le président de la HAC, c'est le chef de l'État qui a le pouvoir discrétionnaire de le nommer. Voilà, donc je n'ai pas la prétention d'être président de la HAC. Mais si vous me faites une prière dans ce sens, je ne dirai pas non. Voilà. Donc ceci dit, c'est laissé à la discrétion du chef de l'État. Il est le seul à décider. Bon, conseiller à la HAC, on a 5 ans. 5 ans de lobbying. Et ne me dites pas qu'à la HAC, vous n'avez aucun pouvoir, comme j'ai entendu dire, que vous êtes seulement là en tant que fonctionnaire. Si pendant les 5 ans, je ne peux défendre que 2 choses et l'obtenir, c'est-à-dire la question de l'assurance maladie pour mes confrères. Et je ne connais pas de conseiller qui refuserait qu'on accorde une assurance aux journalistes. Je ne connais pas non plus de conseiller à la HAC qui soit politique ou qui soit journaliste qui refuserait. Donc, je vais plaider. Quand je dis plaider, c'est utiliser les pouvoirs que l'État me donne. Parce que là-bas, je ne suis plus journaliste de la privée, je suis au service du pouvoir. Donc, je ne peux pas servir du pouvoir et être contre le pouvoir. Donc, j'utiliserai l'instrument que Dieu met entre mes mains pour pouvoir travailler pour le bien-être de la corporation. Je passerai de conseiller en conseiller pour dire, ah, mes confrères, pour la plupart, ils n'ont pas d'assurance, aidez-moi à faire aboutir ce projet. Si pendant les 5 ans, j'arrive à faire cela et que ça reste pour l'avenir, c'est déjà beaucoup. Ensuite, je travaillerai également pour l'application effective de la convention collective. Je reconnais que ce n'est pas aisé. Je reconnais que pour le moment, il y a des pesanteurs sociologiques, culturelles et économiques qui empêchent l'application de la convention collective. Mais ne pas commencer, c'est criminel. Il faut commencer un jour. Il faut pousser pour que ceux qui sont les patrons de presse commencent à les appliquer. Et je pense à mon fort intérieur que c'est possible. C'est possible dans la mesure où il y a un fonds qui est le FADEM. L'objectif de ce fonds, c'est quoi? C'est permettre aux organes de presse de venir emprunter de l'argent. Ce n'est plus donné comme l'aide à la qualité ou l'aide à la presse pour que vous puissiez développer votre entreprise. C'est comme les microcrédits, et vous payez progressivement. Donc il est possible qu'une entreprise passe 100 millions, 50 millions, soit, mais c'est un dossier qui sera étudié comme on va à Access Finance ou à PADME, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un avantage pour exiger l'application de la convention collective. Ensuite, celui qui ne peut pas payer quelqu'un, qui ne crée pas un journal. Bon, moi, malgré mes maigres moyens, j'ai réussi à payer les journalistes jusqu'à maintenant. J'ai déclaré au moins 2 personnes à la sécurité sociale. Au passage, si vous ne déclarez pas
à la sécurité. Ça fait partie des pièces pour avoir des abonnements au ministère, pour avoir des contrats de partenariat. Il faut aussi être à jour vis-à-vis du fisc. Voilà. Il faut une attestation fiscale. Pour avoir une attestation fiscale, il faut faire un bilan. Ça, c'est mon parcours de directeur d'entreprise de presse ou de rédacteur d'entreprise de presse qui me permet d'avoir toutes ces épreuves et de les traverser chaque année. Donc, c'est pour dire qu'une entreprise de presse, ce n'est pas une entreprise comme les autres. C'est immatériel, c'est intellectuel. Voilà. Donc, on ne doit pas la taxer au même titre que les autres. Je parle de la défiscalisation, mais c'est un autre débat. Les associations fêtières ont déjà mené ce débat avant moi. Mais c'est toujours d'actualité qu'on poursuit le plus loin possible ce débat. Il ne faut pas taxer l'entreprise de presse au même titre que le vendeur, le boutiquier, etc. Parce que c'est une entreprise immatérielle. Ensuite, nous faisons les hommes. Nous faisons l'État. Nous participons aux alternances politiques. Nous participons à l'enseignement et à l'éducation du citoyen. Voilà. Nous participons à beaucoup de choses. Donc, de ce point de vue, je prône une discrimination positive en faveur de la presse. Nous souhaitons bonne chance d'ailleurs pour cela. Merci beaucoup, chers consoeurs. Et bonne chance également à vous. Ah, merci. Bonne chance pour l'émission et plein succès. Et puis, nous passons le relais. Nous sommes en train de partir. Puisque après la régulation, je ne reviens plus forcément dans la presse. Oui, place aux jeunes. Voilà. Pour une relève de qualité. Merci. Merci. C'était la vérité de Brice Ogumbi sur plateau Vérité. Il est rédacteur en chef du quotidien La Nouvelle Expression et candidat aux élections à la HAC. Il veut corriger les imperfections de la presse béninoise et affirme que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, mais il faut être avec eux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.